Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'intéresse énormément et qui me concerne directement, c'est-à-dire de la présence des femmes sur les campus universitaires au Québec. Aujourd'hui, sur les campus, les femmes sont vraiment majoritaires. Par contre, on oublie souvent que les universités, c'est un système qui a été créé pour les hommes et par les hommes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on va déconstruire ensemble. Les femmes sont admises à l'université McGill depuis les années 1880. Mais le Canada français est plus frileux à faire de même car on pense que l'égalité des sexes est une menace aux valeurs canadiennes françaises catholiques. Dans le système francophone, seul le cours classique peut mener à l'université et les femmes en sont exclues jusqu'en 1908. Elles peuvent cependant prendre des cours du soir, ce que fait Marie Sirois, bachelière en littérature à l'Université Laval. En juin 1904, Marie Sirois reçoit pour la première fois un diplôme universitaire. Dans un article du Devoir, Jonathan Livernois et Alex Noël rapportent le message de Monseigneur Olivier Elzéar Mathieu, le recteur de l'Université Laval, qui écrit à Mademoiselle Sirois. « Vous êtes la première femme à gagner ce certificat. C'est un souvenir qui, nous l'espérons, vous sera toujours agréable et un honneur dont personne ne pouvait être plus digne que vous. » Le diplôme lui est transmis par la poste car on refuse que Mme Sirois se présente à la collation des grades à cause du scandale que sa présence pourrait créer. On tolère un cas comme celui de Marie Sirois car cette étudiante ne s'intéresse pas à une profession libérale ou considérée masculine. 2 ans plus tôt, Irma Levasseur, étudiante en médecine, voit son inscription rejetée, même si elle est déjà diplômée d'une université américaine et ne souhaitait que passer les examens du Collège des médecins de la province afin de pouvoir pratiquer sa profession au Québec. Selon la chercheure Hélène Charron, jusqu'en 1938, les femmes ne peuvent pas accéder au même programme que leurs collègues masculins car leur diplôme de baccalauréat n'a pas une valeur équivalente et ne donne accès qu'à un nombre réduit de programmes. Même si les femmes sont présentes sur les bancs d'école, le conservatisme des établissements d'enseignement contribue toujours à les reléguer aux marges. La place qu'on leur réserve dans les universités n'est que le reflet de celle qu'on leur laisse dans la société de l'époque et il faudra attendre encore un peu pour que les étudiantes remettent le système académique en question. C'est aussi et surtout la présence de femmes en tant que professeurs titulaires qui contribue à renverser le conservatisme des milieux académiques et à favoriser une construction des savoirs qui n'est pas exclusivement masculine. Jeanne Lapointe, par exemple, embauchée à l'Université Laval en 1940, est l'une des premières femmes à se présenter dans l'espace public en tant qu'experte et aussi la première femme à enseigner la littérature à l'université. Son engagement dans la commission parents est d'ailleurs décisif dans la déconfessionnalisation de l'enseignement et le démantèlement des collèges classiques au Québec. Selon Daniel Poitras, entre la fin des années 1950 et le début des années 1960, on observe un nombre record d'entrées à l'université chez les femmes, un accroissement qui se poursuit dans les décennies suivantes. Mais malgré ça, les doutes sur la légitimité des femmes à l'université persistent. Le concours de Miss Quartier Latin, tenu à l'Université de Montréal de 1950 à 1963, témoigne de l'exclusion et de l'objectification auxquelles les étudiantes doivent alors faire face. Mettre les jeunes filles en compétition les unes contre les autres pour un concours de beauté contribue non seulement, selon certains étudiants, à s'assurer que les filles remplissent leur rôle de personnel décoratif de l'université, mais aussi à souligner la différence qui les oppose, dit-on, aux étudiants masculins. C'est vraiment dans les années 1970 que les femmes commencent à prendre de plus en plus de place sur les campus. Elles s'engagent dans les associations militantes, forment de plus en plus de comités et sont résolument engagées. Mais quand les historiens ou les sociologues parlent de l'histoire de la jeunesse étudiante, c'est plus souvent des jeunes hommes dont ils mettent le récit en lumière. Encore aujourd'hui, même si les femmes sont majoritaires sur les campus universitaires, les inégalités sont toujours présentes. Selon un article du Devoir publié en 2017, les professeurs des 15 plus grandes universités de recherche du Canada dirigent une fraction des prestigieuses chaires de recherche, recueillent 57% du financement obtenu par les chercheurs masculins et signent 27% des articles publiés dans des revues savantes. Il faut aussi penser aux groupes marginalisés qui fréquentent les universités. Si ça a été aussi long pour les femmes blanches d'intégrer les campus, imaginez combien la lutte a été difficile et l'est toujours pour faire reconnaître les droits des femmes autochtones ou racisées
qui n'ont pas le choix de s'intégrer au système blanc pour s'éduquer. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. J'aimerais quand même souligner que même si aujourd'hui les femmes sont majoritaires sur les campus, elles vivent quand même des violences de toutes sortes, que ce soit des violences sexistes ou sexuelles. C'est un argument qu'on entend beaucoup chez les masculinistes, que finalement la société n'est pas tellement dominée par les hommes puisque les femmes sont très présentes dans les lieux de savoir. Mais au contraire, même à l'intérieur des lieux de savoir, ça arrive qu'il y ait du sexisme. Aussi, vous avez sans doute remarqué que j'utilise souvent le même livre pour montrer des images ou pour tirer certains propos. C'est un livre qui s'intitule « Œuvre de femme » de Lucie Desrochers, que j'adore, qui m'a été utile pendant toutes mes années d'université et que j'aime encore feuilleter aujourd'hui. Ce livre-là a été donné de la part de ma mère à ma grand-mère et maintenant c'est moi qui le possède. Donc c'est vraiment un trésor que je chéris. Et je pense que toute personne qui s'intéresse à l'histoire des femmes de près ou de loin devrait consulter ce livre. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc c'était tout, on se revoit dès la semaine prochaine pour un autre épisode du Petit cours d'histoire féministe. À bientôt!